À la une ce soir, des écoles transformées en bureaux de vote à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Nous avons assisté aux derniers préparatifs à Fort-de-France. L'école Louis-Moïse de Dillon a fermé ses portes aux élèves ce midi pour accueillir les isoloirs. L'hypertension artérielle en Martinique. Un Martiniquais sur 3 touché ce vendredi matinée de prévention au CHU à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension. Nous parlerons environnement. La déchetterie SOS Déchets a ouvert ses portes à la presse ce matin. Depuis octobre 2016, elle reçoit les déchets dangereux issus de l'activité des petites et des moyennes entreprises. Et puis notre invité, ambassadeur de la musique haïtienne et caribéenne, artiste engagé, indéniablement lié à la Martinique. Il est chez nous pour un concert à l'invitation du groupe Malavoie. Bitova Obas est sur ce plateau. Nous parlerons avec lui en fin de ce journal, une interview qui sera consacrée à son actualité musicale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. La campagne pour l'élection présidentielle est donc terminée depuis ce vendredi minuit et demain, les Martiniquais devront se prononcer dans les urnes. Pour les mairies côté préparatif, c'est la dernière ligne droite à Fort-de-France. 3 bureaux de vote seront installés à l'école Louis-Moïse. Elle a dû fermer ses portes dès ce midi pour que les tables de classe laissent place aux isoloirs. Le reportage de Guy Raphaël René. Aujourd'hui, à l'école Louis-Moïse de Dillon, les parents ont été invités à récupérer leurs enfants plus tôt que d'habitude. Dans le cahier, c'est écrit avant 13h30, après la cantine, quoi, avant 13h30. Je pense que pour s'organiser, pour venir récupérer les enfants quand on travaille, c'est vraiment pas évident. Parce que moi, je peux me permettre parce que je travaille à l'école, mais pour les parents qui ont un travail autre, c'est vraiment pas évident de pouvoir se libérer pour venir récupérer avant 13h30. Elle était censée sortir à 16h. Ça a été un petit peu, difficile, voilà. Et en fait, c'était plus ou moins une organisation à la dernière minute. L'établissement héberge les bureaux 17, 18 et 19 où 5217 électeurs sont attendus. Une fois la centaine d'élèves évacués, c'est au tour des agents municipaux de prendre place pour monter les isoloirs des 3 bureaux pour le bon déroulement du scrutin. L'après-midi, nous sommes pratiquement en dizaine ici à l'école d'Isolon. Puis après ça, nous sommes dans l'école Château-Bœuf, tout ça pour nous aller après. Ça va aller vite parce que nous sommes habitués, nous passons 20 ans quand nous faire ça, nous sommes habitués de faire ça, ça va poser nos problèmes. Chaque monde a une tâche bien déterminée et puis ça va aller vite. Des agents qui ont été mobilisés sous la base du volontariat pour accomplir cette mission. Aujourd'hui, on devait finir à midi et demi normalement. Et donc, par rapport aux élections, voilà, on fait des tâches qu'on nous a demandées. Ils seront comptés comme heures supplémentaires. Ils seront comptés en heures supplémentaires. En tout, ils sont une vingtaine d'agents répartis sur 29 écoles pour effectuer les mêmes tâches, chaque équipe ayant en charge un secteur. Mais le fait de voter le samedi rendrait la tâche plus compliquée selon le chef d'équipe. Nous sommes sur le secteur de Dillon, Château-Bœuf, quand même, il y a quand même pas mal de boulot. Château-Bœuf, Montcalbas. Quand c'est le dimanche, on a le temps, mais quand c'est le samedi, il y a moins de temps. Donc ça veut dire que ça vous arrange moins que ce soit le samedi? Oui. Parce que ce soit le samedi, c'est plus compliqué pour vous? Il faut aller plus vite, c'est ça. Il faut vraiment accélérer. Ce soir, il faut vraiment terminer ça. Sinon, si c'est le dimanche, on a le temps de faire le samedi. À Fort-de-France, sur les 60 bureaux de vote de la ville, 59 sont hébergés dans des écoles. Une seule exception, le bureau numéro 1 qui lui est situé à la mairie. Et vous pourrez suivre dès demain soir les premiers résultats de la participation et dimanche les résultats locaux et nationaux dans notre grande édition spéciale du second tour sur ATV. Parlant santé, l'hypertension, un mal qui touche beaucoup trop de Martiniquais. Alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée, manque d'activité sportive sont les principales causes de la maladie. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension, le CHUM proposait ce matin un moment de prévention. Des spécialistes ont donné leurs recommandations. Loïc Régis, Michelet François. Est-ce que vous avez une idée des recommandations, du nombre de pas qu'il faut faire par jour? Non, pas du tout. Il faut savoir qu'en moyenne, ce qui est recommandé, c'est 10 000 pas par jour. Et que quelqu'un qui est considéré comme sédentaire, c'est quelqu'un qui fait moins de 3 000 pas par jour. Quelques pas dans les couloirs de l'hôpital afin de favoriser la circulation sanguine. La marche est une des activités physiques nécessaires afin de lutter efficacement contre l'hypertension.
c'est fatigant quand même, hein? Mais c'est bien parce que, étant donné que nous sommes tous assises par rapport à notre métier de secrétariat, ça fait du bien de sortir un petit peu de marché comme ça. Les spécialistes préconisent 30 minutes d'effort 3 fois par semaine. Le sport, le meilleur des médicaments. C'est l'un des traitements non médicamenteux qui a le plus d'effet sur la pression artérielle. Donc comment ça fonctionne en fait? Lorsqu'on fait une activité physique, lorsqu'on débute une activité physique, on va réduire tout simplement le calibre des vaisseaux sanguins pour augmenter le débit sanguin au niveau des muscles, puisque les muscles ont besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Dans le hall de l'hôpital, un atelier d'information, mais aussi le très demandé stand de prise de tension. Voilà, vous avez une tension à 13,8, une bonne tension. Super. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour le moment. Je suis jeune fille de 55 ans. Vous êtes soulagée, madame, justement de... Oui, 13 ans, oui. À cet âge, oui. Super. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire ce petit test ce matin? Bon, de temps en temps, il faut surveiller la tension. Surtout, nous ne sommes pas jeunes. Alors, ça fait partie de la vie, quoi. Là, je constate que j'ai une pression artérielle de jeune. Vu mon âge, je ne vais pas donner mon âge. J'ai réduit le sel, le sucre. Et je fais une hygiène alimentaire par rapport à... Parce que mes parents sont hypertendus. Alors, voilà, je pense que c'est héréditaire. L'hypertension est appelée le tueur silencieux. Cette pathologie peut avoir de graves conséquences. La plus fréquente, l'AVC. Il est néanmoins possible de détecter certains signes d'une personne hypertendue. Signes avant-coureurs les plus fréquents, ce sont les maux de tête, donc les céphalées, les acouphènes, bourdonnement d'oreilles ou encore les troubles visuels, parfois des vertiges, mais le mieux c'est de prendre sa tension. Tabac, alcool, stress et malnutrition, autant de facteurs aggravants. Le mode de vie aujourd'hui qui est plus occidental et américanisé en fait avec la malbouffe, l'alimentation très très riche en sel et le manque d'activité physique, tout cela va drainer en fait et concourir à l'obésité d'une part et donc à augmenter la pression artérielle. L'hypertension artérielle est une pathologie répandue en Martinique. Un adulte sur 3 est concerné par ce trouble. Et on parle toujours santé. Ce vendredi était également la journée internationale des sages-femmes. Pour l'occasion, la MFME a ouvert ses portes. Les sages-femmes ont pu parler de leur cursus et de leurs compétences aux visiteurs, mais également à Loïc Régis et Michelet François. Écoutez. La journée de la sage-femme, ça permet d'expliquer un peu à la population sur quel domaine la sage-femme peut intervenir, qu'on ne s'arrête pas juste à faire des accouchements. La sage-femme a plusieurs compétences. Elle peut faire comme moi-même des échographies, suivre des grossesses, faire des suivis gynéco, faire les accouchements bien sûr, et intervenir aussi au niveau des mamans après la naissance pour leur aider à prendre bien soin de leur enfant, une meilleure parentalité. Avec l'évolution de la profession, on a maintenant un parcours en 5 années, c'est-à-dire qu'on passe par la première année de médecine et ensuite les élèves intègrent l'école de sage-femme pour 4 années. Et pour obtenir, après, c'est 5 ans, le diplôme de sage-femme. L'école de sage-femme se situe au niveau de la MFME, donc en Martinique. C'est une école interrégionale, donc on a des élèves de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Et ensuite, les élèves sont répartis selon leur lieu d'origine vers les autres hôpitaux des 3 îles. Portes ouvertes également au lycée Léopold Bissol. Cet après-midi, depuis 17 h, les élèves de l'établissement spécialisé dans le bâtiment ont présenté à leurs parents une partie de leur réalisation. Le lycée accueille 500 élèves du CAP au BTS Travaux publics. Quelques réactions recueillies par Alvin Courcy. Ça a fait 3 ans que je suis dans cette section-là. Après, bon, ça a montré aux gens quand même que les jeunes ne sont pas si délinquants que ça, quoi. Que bon, on a du potentiel et que nous sommes quand même l'avenir de la Martinique. C'est une fierté pour toi? Ah oui, une très grosse fierté, parce que nous sommes très mal vus dans certains quartiers, dans certaines communes, comme ici le Lamentin. Avant ce lycée-là était quand même un peu, bon, je ne vais pas mentir, c'était un peu chaud, alors que là ça s'est calmé. Là nous sommes en train de remonter la pente et il faut qu'on monte au maximum, quoi. Quelques années, nous travaillons à redorer un peu le blason du lycée, puisque l'enseignement professionnel en général n'a pas bonne presse, et le bâtiment en particulier, notamment notre lycée. Donc depuis 2-3 ans, nous travaillons à redorer le blason. Nous avons commencé par donner une dénomination au lycée,
qui s'appelait simplement lycée Petit Manoir. Maintenant, nous l'avons baptisé du nom de Léopold Bissol, qui est quand même un travailleur ébéniste et qui avait un certain nombre de valeurs, notamment le respect du travail bien fait. 1200 tonnes d'huile usagée, 4000 tonnes de déchets dangereux, premier bilan chiffré de la plateforme SOS Déchets, ouverte depuis octobre 2016. Elle reçoit les produits et les matières dangereuses issues de l'activité des professionnels martiniquais. Située dans la zone industrielle de la Lézarde ce matin, elle a pu ouvrir ses portes à la presse pour la première fois depuis sa mise en service. Le reportage d'Alvin Courcy. Depuis octobre dernier, il n'a jamais été aussi simple pour les professionnels de se débarrasser de leurs déchets dangereux. On a plusieurs types de déchets, huile de friture, bout de peinture, filtration usagée pour les garagistes, etc. Donc on vérifie l'acceptation du déchet, on passe à la pesée et après on vient directement vider nos déchets dans les contenants prévus à cet effet. Alors après, il y a certains déchets qu'on va revaloriser, il y a certains déchets qu'on va exporter puisqu'on n'a pas de centre de traitement de matières dangereuses en Martinique. Le service est destiné aux petites et moyennes entreprises qui se déplacent désormais directement sur le site. Facturé entre 1,90 € et 7 € le kilo de déchets, l'opération prend en moyenne entre 10 et 20 minutes. Avant, il fallait les appeler, on appelait, il fallait qu'ils viennent. Des fois, ils ne venaient pas, des fois, ils passaient, mais je n'étais pas là, donc c'était un peu compliqué, quoi. On se ratait souvent, donc les déchets s'accumulaient, c'était compliqué. Mais là, c'est quand même beaucoup plus facile, plus automatique, dans la mesure où il faut simplement venir et déposer, quoi. L'initiative a coûté 700 000 €, dont 40% ont été subventionnés par l'ADEME, la CTM et l'ODE. Un projet qui vise à encourager les professionnels à ne pas dégrader notre environnement et qui compte bien s'agrandir dans les mois à venir. Sur cette niche, j'ai envie de dire, des professionnels, des petites TPE, on estime qu'on a entre 50 et 80 tonnes. C'est vraiment l'objectif. Si on l'atteint, on sera bien entendu satisfait et on espère rapidement faire bien entendu un autre site pour pouvoir apporter aussi cette solution, c'est-à-dire que c'est vraiment le service de proximité. On a des objectifs bien entendu à la fois dans le sud et dans le nord de l'île, permettant de trouver, vous avez vu, ça occupe environ 150 mètres carrés et notre objectif justement c'est que de faciliter la vie des professionnels. Un dépôt de déchets sauvages est sanctionné d'une amende de 3 750 € pour les professionnels, une pratique encore trop courante sur notre île. Voilà, restez avec nous dans ce journal à suivre. Les commerçants de Cayenne font les comptes après les inondations de dimanche dernier. Ils ont été reçus ce matin par la Chambre de commerce et d'industrie. En Guadeloupe, l'îlet blanc interdit d'accès aux visiteurs depuis le 1er mai pour protéger les oiseaux, les sternes, qui sont en pleine période de reproduction. Et puis dans votre JT de commune ce soir, Hubert Bornil nous amène à la rencontre d'un jeune groupe qui fait la rencontre entre la poésie et la musique. Comment faire face aux conséquences des inondations qui ont touché les commerçants cayennais? La question a été posée ce matin en Guyane après les inondations du week-end dernier. Les professionnels sinistrés ont pu poser leurs questions, notamment à des représentants d'assurance. Quelques représentants également de la mairie de Cayenne étaient présents. Voyez le reportage de Charlotte Fleury. Marlène Dufournier fait partie des nombreux commerçants touchés par les inondations de dimanche dernier. Dans sa boulangerie, près de 70 cm d'eau. Elle a subi quelques pertes matérielles et notamment 2 vitrines réfrigérées. Il y a quand même des dégâts, il y a des travaux, on a pris une société de nettoyage parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau et il y avait beaucoup de poubelles qui arrivaient. Hein. Nous on a subi des dégâts en 2014, il y a eu 2009. Les assurances, c'est facile de payer l'assurance. Hein. Ça, ils savent prendre votre argent, mais pour rembourser, je peux vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Donc, ils vous demandent tellement de papiers. On a eu un huissier, on a pris un huissier, dimanche même, qui a bien voulu venir se déplacer. Donc, on a un papier d'huissier, un constat d'huissier. La mairie, de son côté, devrait mener une recherche de responsabilité. Il y a eu les coupures de courant liées à la grève d'EDF. Moi, je n'ai pas la langue de bois, je dis ce que je pense. Ça fait plus de 30 ans, il y a toujours ces inondations, mais peut-être pas forcément à 1 mètre. Les habitants de la rue du 11 novembre qui se trouvent dans une cuvette, j'étais là sur place dimanche, m'ont dit, Madame le maire, je suis née là, il y a toujours eu des inondations, mais pas aussi important. Ça veut dire qu'il y a quand même une enquête à mener, quid, une défaillance quelque part, mais ce n'est pas par rapport à la nature. Pour les commerçants assurés,
Un dossier est à apporter aux assurances avec des factures et des photos des dégâts. Pour les aider, la Chambre de commerce se charge de faire le relais avec les assurances en leur facilitant la création du dossier. Suite aux événements de la grève qui a duré plusieurs semaines, on a monté en place une cellule pour les entreprises en difficulté. Donc là, nous avons connu une inondation, il y a des ressortissants, des commerçants qui ont été touchés. Donc ils peuvent venir voir cette cellule pour les aider à monter un dossier pour leur assurance et pour voir un peu dans quelle mesure ils pourront être indemnisés. Lorsqu'il y a des événements comme cela, la toute première démarche, c'est que les gens se rapprochent de leur assureur, dans la mesure où ils sont assurés. Et ensemble, on regarde le contrat. Il y a effectivement des contrats où on intervient qu'en cas de catastrophe naturelle, auquel cas il faut qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle qui soit pris. Et d'autres contrats, il y a une intervention directe de l'assureur, indépendamment de la procédure de catastrophe naturelle. Les assurances se chargent de transmettre le dossier à un expert qui effectue son rapport en fonction des éléments fournis. L'indemnisation doit arriver dans les 3 semaines suivantes au maximum. En Guadeloupe, les sternes protégés de l'activité humaine, l'îlet blanc qui accueille ces oiseaux migrateurs en cette période de reproduction est donc fermé au public depuis le 1er mai. Une situation à laquelle il faut bien s'adapter. Le reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Gérald Dexter. Dès le 1er mai, l'accès à l'îlet blanc est interdit aux plaisanciers par arrêté préfectoral. Durant 4 mois, les sternes, ces oiseaux marins en danger, pourront se reproduire en paix. Les plaisanciers qui exercent dans la zone doivent depuis une dizaine d'années adapter leur balade. À la fois pour et contre la fermeture, l'Inde dénonce certaines contradictions. On est d'accord en quelque sorte pour la ponte des sternes, mais par rapport aux choses qu'ils font, comme l'ONF, ça nous dérange. L'ONF, chaque année, il ferme l'îlet, mais il coupe les arbres. Parce que l'îlet, c'est un bon sable au départ, et au fur et à mesure, le sable y rentre. Mais s'il a les racines des arbres, il reste. Pour eux, la ponte des sternes, il faut automatiquement couper les arbres. Et ça nous dérange. Le choix de ces oiseaux marins de pondre sur l'îlet blanc ne dérange pas Alex Vincent. Pour lui, il faut préserver la vie et la beauté de cette grande réserve naturelle. Nous avons ici un endroit qui mérite d'être protégé, sauvegardé. Car c'est un endroit qui est un peu unique dans les petites Antilles, déjà par sa taille et sa diversité. Alors, il est vrai que l'îlet blanc fait normalement partie de nos escales. Moi, je propose 7 étapes. Donc, l'îlet blanc, c'est la dernière, qu'on fait en général l'après-midi avec un coucher de soleil, justement l'arrivée des oiseaux qui vont sur l'île aux oiseaux à côté. Maintenant, j'ai adapté ma balade, moi, simplement en mouillant mon bateau en dehors de la zone préservée. Pour éviter de déranger les sternes et garantir la reproduction, l'accès est donc interdit à moins de 100 mètres jusqu'à la fin du mois d'août. Un coup d'œil sur l'actualité sportive de ce week-end. Un rendez-vous, la 20e édition du Tchimbe-Red, et également à l'affiche la Martinique Jet Race et les finales de la Coupe de Martinique en basket. L'agenda des sports avec Carrie Chassol. Temps fort de ce week-end, la 20e édition du Tchimbe-Red partira demain 20h du Prêcheur. Au menu, 102 km et 6000 mètres de dénivelé positif pour rejoindre Shelcher. 2 autres courses sont également au menu, le Tchimbe du Volcan et le Tchimbe du Piton. Petite nouveauté cette année, le Tchimbe Relais. En athlétisme, les Interligues Antilles-Guyane cadets juniors se dérouleront demain 15h30 au stade du Lorrain. Autre temps fort de ce week-end, en basket, les finales de la Coupe de Martinique ont lieu ce soir. Chez les femmes, depuis 19h, la Gauloise, sacrée championne de Martinique le week-end dernier, se retrouve face à l'Éclair. Et à 21h, chez les hommes, on aura également droit à la même affiche que lors des playoffs Golden Lion SC Lamantinois, des finales qui se disputent au Palais des Sports du Lamentin. En volleyball également, on joue la Coupe de Martinique. Chez les femmes, les demi-finales opposent l'Espoir à l'Éveil et l'US Riveraine à l'Éclair. Au masculin, le RCA sera face à l'Éclair et le Rayon affrontera le Good Luck. En football, tous les matchs de la 25e et avant-dernière journée du championnat de Régional 1 auront lieu demain, 16h. On suivra particulièrement les comportements du club franciscain et du Golden Lion dans la course au titre. Le choc de cette journée opposera à Rivière-Pilote le Racing au club colonial.
Temps fort également de ce week-end, la deuxième édition de la Martinique Jet Race, une compétition qui a débuté hier et qui s'achèvera dimanche. Les courses partent à 10 h du plan d'eau de Fort-de-France. En cyclisme, la troisième édition du Grand Prix Cap Nord débuté hier se poursuivra ce week-end. L'épilogue de la compétition est prévu lundi avec une étape de 91 km au Gros Morne. Voilà pour les sports. Notre invité maintenant, Bitova Obas. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ambassadeur de la musique haïtienne, on peut même dire de la musique caribéenne. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose de regarder un extrait de vos plus grands titres. À tout de suite. Chaque fois vin ouem son événement ou annoncé. Si m'pas sous même ou dim sous qui trottoir pour marcher. 2 mètres pas 2 mètres, l'eau la pluie toujours joindre route pour le passer. Yo pas qu'à contrer, route moins déjà tracée. Chaque haïtien, son poteau mi-temps, cap soutenir, tonel développement. L'icône Haïti, pas qu'à faire rien, c'est haïtien qui pour mettre main en main. Voilà pour ces titres issus de l'album Futur que vous avez sorti notamment après le tremblement de terre. En 2010, en 2010, voilà, tremblement de terre qui a touché Haïti. On va parler de votre actualité en Martinique. Je le disais dans les titres, vous êtes invité par Malavoie à la Palouza demain soir. Et Malavoie, vous connaissez bien, puisque vous avez déjà été invité par Malavoie il y a plusieurs années. Évidemment. Et je crois savoir d'ailleurs que Malavoie ferait vraiment partie de votre histoire musicale. En fait, nous sommes en train de célébrer les 25 ans de rencontre. J'ai joué devant le groupe en Haïti pour un concert d'accueil. Et ils ont décidé de partir avec moi, comme je l'ai toujours dit. Et je crois que cette expérience a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans le monde international. Ils m'ont conduit vers l'autoroute. Donc ce rapport est resté avec les Malavoie. Non seulement, quand je suis ici, je joue avec les musiciens de Malavoie, notamment Jean-Marc Albici et José Privat aussi. Donc je pense que le fait de se retrouver sur scène après 25 ans, c'est venir dire merci à ceux qui m'ont aidé, mais surtout venir dire merci à la Martinique qui m'a soutenu à mes débuts. Je suis ce que je suis, et ils ont amené leur brique à cet édifice. Alors justement, comment vous définirez ce lien que vous avez avec la Martinique? C'est un amour qui date déjà de plus de 25 ans et ça continue et c'est ce qui m'émeut. Je rentre ici incognito, faisant semblant de ne pas connaître personne, ou du moins comme un inconnu, et on me découvre encore. Je suis heureux de voir que, en dépit du silence, parce que ça fait quand même 7 ans depuis que j'ai sorti mon dernier album, et les gens sont quand même accrocheurs et ils attendent encore quelque chose de moi. Alors, qu'est-ce qui fait ce succès, selon vous? C'est que vous parlez un petit peu à toute la Caraïbe, à travers vos chansons, à travers vos textes assez forts. Je sais que très souvent, je suis, dans mes compositions, proche d'Haïti, par rapport à cette réalité que nous connaissons tous. Je me suis dit que, quelque part dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui a une part d'Haïti, surtout dans la Caraïbe. Je pense que nous avons une histoire commune et peut-être que nous avions chacun emprunté un chemin différent, mais nous sommes restés liés historiquement et je pense que nous sommes tous frères. Et je pense que le langage que je parle correspond à celui des Martiniquais, des Guadeloupéens et des Guyanais. Alors, donc demain, vous allez donc participer à ce concert avec Malavoie. Vous l'avez dit, vous n'avez pas sorti d'album depuis 2010. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Tout à fait, et je suis ici non seulement pour le concert, je profite de cette occasion-là pour enregistrer avec les Malavoie, avec mes amis, avec Jean-Marc Albici, José Zebina, que je salue en passant, et d'autres amis ici sur place. Et là, je pose la première pierre sur le prochain album. Qui devrait sortir d'ici quand? Je suis en train de décider entre les 30 ans, parce que là, je vais célébrer les 30 ans, mes 30 ans de carrière en Haïti. Je pense que nous sommes en mars, il faut attendre vraiment la fin de l'année 2018. Un album qui est vraiment en préparation. Vous avez parlé de vos 30 ans, justement, les 30 ans que vous fêterez sur votre terre natale en Haïti. Quelle forme prendra cet anniversaire là-bas? Des jeunes qui interpréteront mes chansons.
des jeunes qui interpréteront mes chansons. Peut-être que je ferai des duos. Et il y a un comité qui est monté en ce sens, avec quelques amis d'une organisation, pour réaliser ce projet. Alors depuis 30 ans, vous chantez la tristesse, vous chantez aussi la joie des Haïtiens. Est-ce que depuis le début de votre carrière, est-ce que vous avez vu une évolution de votre chanson sur les Haïtiens? Il y a certainement une évolution. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui peut-être est très lente, mais je crois que les gens ont compris le message, puisque quand ils me voient, ils me le font comprendre par leur façon de me parler et leur façon de me dire merci. Je pense que c'est un travail à faire. Je pense que nous avons besoin encore plus de Bitova, d'autres chanteurs qui seraient plutôt attirés par ce genre de thème et pour parler et crier encore plus fort des problèmes auxquels nous faisons face. Il reste encore à écrire sur ces sujets? Il y a encore, puisque les problèmes perdurent. Eh bien, en tout cas, on a hâte de vous voir demain soir donc à la Palouza, aux côtés de Malavoie, pour ce concert qui commence à 20 h. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et on continue de parler culture avec cet événement Caraïbes, cette émission d'ATV que vous pourrez suivre ce soir à partir de 20 h 15 sur ATV. Comme chaque premier vendredi du mois, Yves Bussy part à la rencontre de différents événements en Caraïbes. Et ce mois-ci, focus sur les grands événements, les grands festivals, notamment avec des ambiances électro. Tout de suite, un extrait. Ça c'est mon son. Ce sont les jeunes. We are young. Voilà pour ces ambiances électro en Guadeloupe avec le festival Electronic Groove et aussi en Martinique avec les Sun Goes Down à la plage du Carbet. Extrait donc d'événements Caraïbes à voir à 20 h 15 sur ATV. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Musique toujours, Hubert Bornil nous a déniché un jeune groupe de musique pour ce JT des communes. Alchimie, c'est son nom, formé par des professeurs de musique. Leur credo, le slam et la poésie. Ils seront en concert ce samedi avant-goût avec ce reportage tourné dans une répétition avec Valérie Vincent. La musique poème, bon comme un chou à la crème. La musique poème, ce soir on n'a pas la flemme. Alchimie, c'est 6 musiciens sur scène et une musique faite pour adoucir l'âme. Il faut entendre, c'est la musique que Poe aime. C'est la musique que Poe. Poe, c'est quoi? Poe, la Poe. Edgar Poe. Edgar Poe. Ouais. Ah ouais. Et donc, slam musique et poème, c'est la contraction de ça, de c'est la musique que Poe aime. Une aventure commencée il y a 2 ans avec des professeurs de l'école de musique du Robert. C'est aussi la conséquence d'un recueil de poésie que j'ai sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Démo. Et en même temps, j'ai sorti le CD de Alchimie, Ambassadeur de l'amour. Et en fait, tout tourne, le thème central de tout ça, c'est l'amour. Alors qu'il soit l'amour fraternel, l'amour universel, l'amour fou, l'amour charnel, l'amour du pays. De la poésie en musique, des slams aussi, c'est tout cela les ingrédients de base de la formation. De l'amour. Des textes issus du recueil Démo que j'ai écrit il y a 3 ans. La musique, l'album Ambassadeur de l'amour qu'avec le groupe Alchimie on a produit. Et la poésie, tout autour de la poésie. Samedi soir, ils seront sur scène. 3 autres comparses les rejoindront. Nicole Cage-Florentini aussi sera de la fête. On ressent de l'osmose, c'est-à-dire pouvoir se mélanger les uns entre les autres et faire de l'alchimie. Voilà.
ambassadeur de l'amour. Alchimie, ils seront sur scène au Sonate ce samedi à partir de 20h. Ambassadeur de l'amour, je suis. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre en Tchépeya. A tout de suite.